Euh, Oui. on attend un peu. Est-ce qu'on commence? On est Oui, donc à je vais 30. voir. Donc on va faire ensemble des urgences en pneumologie. Lorsqu'on entend une urgence, ça veut dire qu'il faut être rapide et efficace. Rapide et efficace dans la prise en charge. Parce que, pourquoi rapide et efficace? Parce que le pronostic vital, il est mis en jeu. N'importe façon quelle urgence, hein? Que ce soit hémoptysie, que ce soit crise d'asthme sévère, que ce soit autre. D'accord? Donc, notre but ici, c'est pour quand est-ce qu'on sera prêt à prendre en charge une hémoptysie. C'est-à-dire connaître c'est quoi une hémoptysie, ça c'est le plan du cours. Connaître, c'est-à-dire la définition, on doit être rapide à identifier, à faire le diagnostic d'hémoptysie. Et autre cause, c'est-à-dire autre étiologie, autre diagnostic différentiel, autre étiologie d'hémoptysie. Et aussi, les explorations, est-ce qu'il existe des explorations complémentaires ou non pour ne faciliter, c'est-à-dire le diagnostic et en même temps pour la prise en charge. Et voilà, et on termine par une prise en charge. Juste après la prise en charge, moi j'ai mis les étiologies juste après le traitement parce que l'urgence, on commence d'abord par traiter et après on va chercher les étiologies. Est-ce que vous me suivez comme ça? Oui, monsieur. Très bien. Donc, l'hémoptysie, c'est quoi l'hémoptysie? Donc, l'hémoptysie, c'est l'émission du sang provenant des voies sous-glottiques, des voies aériennes sous-glottiques. Attendez, j'ai problème de... Voilà. Provenant des voies aériennes sous-glottiques lors d'un effort de tout. Ça, c'est une notion très importante parce que si on veut vraiment faire le diagnostic d'hémoptysie, d'abord, on interroge le patient. Comment il est l'expecteur du sang, comment il émet le sang. Lorsqu'il y a, juste après un effort de tout, voilà, ça c'est très important pour la définition. Et l'aspect aussi, l'aspect du sang émis par le patient. Donc, généralement, il est rose vif, donc il est oxygéné, donc témoignant d'une hémoptysie récente, de la fraîcheur du sang. Voilà. Donc, la définition d'une hémoptysie, donc, c'est une extériorisation du sang d'origine sous-glottique, arbre-trachée, bronchique, etc. Donc, ça peut être les bronches, ça peut être le parenchyme pulmonaire. C'est ça les voies sous-glottiques. Donc, par la bouche, et pas autre, bien sûr, par la bouche. Donc, le plus souvent, lors d'un effort de tout. Donc, il y a l'hémoptysie massive, on doit la connaître. C'est vrai qu'elle n'est pas fréquente, donc elle est de 5 à 15%, mais on doit d'abord la définir. C'est quoi une hémoptysie massive? Hémoptysie massive, dynamique et sur l'état respiratoire, donc le pronostic vital, il est mis en jeu. Donc, si on n'intervient pas rapidement, donc le malade peut passer à n'importe quel moment. Dans ce cas-là, donc l'identification, la définition d'une hémoptysie massive, elle est importante. Donc, elle doit toujours être considérée comme une urgence mettant en jeu le pronostic vital et ce, de fait, doit nécessiter une prise en charge rapide et adaptée au milieu spécialisé. Le milieu spécialisé, hémoptysie massive, c'est les soins intensifs, c'est la réanimation. Donc, la définition, il y a plusieurs définitions par rapport à la quantité du sang. Donc la plus utilisée actuellement, c'est l'émission du sang de 200 à 600 millilitres par 24 heures, que ce soit de façon continue ou par des épisodes. L'essentiel, la quantité du sang, elle est entre 200 et 60 millilitres par 24 heures. C'est ça la définition de l'hémoptysie massive.
Donc, il est admis que 400 litres de sang dans les espaces alvéolaires donc, sont suffisants pour stopper les échanges. C'est-à-dire 400 millilitres dans les espaces alvéolaires. Donc, l'air est suffisant pour donner une asphyxie et la mort. Donc, on a besoin de quelques explorations. Donc, je vais être rapide ici. Donc, on a fait le diagnostic de l'hémoptysie, définir le diagnostic d'hémoptysie. Bien sûr, on élimine aussi, on a éliminé ce qui n'est pas d'hémoptysie. Hein. Il y a l'épistaxis, il y a le saignement d'origine cardiaque. Donc, il y a l'hématémèse. Donc, la différence entre hémoptysie et hématémèse, elle est très difficile. Hein. Donc, comment faire la différence? Donc, généralement, l'hématémèse, donc on trouve des débris alimentaires dans le sang. Et s'accompagne souvent par des mélénas. Ça, c'est l'hématémèse. Si on connaît le malade, on connaît ses antécédents digestifs ou hépatologiques, donc ça nous facilite encore mieux la tâche pour faire le diagnostic. Donc, c'est pour ça, on demande toujours, est-ce qu'au médecin qui a fait le diagnostic, est-ce que c'est une hémoptysie constatée? Est-ce que vous avez assisté à l'hémoptysie? Tellement il y a les limites entre l'hémoptysie et l'hématémèse sont très proches, donc le diagnostic est très difficile entre hémoptysie et hématémèse. Donc, juste après le diagnostic, on doit bilanter le patient. Pourquoi bilanter? Pour voir est-ce qu'il y a un retentissement de cette hémoptysie sur l'état général du patient, sur l'état clinique et sur l'état hémodynamique et biologique. Donc, pour cette raison, donc, le bilan, la formule l'hémogramme est indispensable pour voir est-ce qu'il y a une anémie ou non, c'est-à-dire s'il y a une hémoptysie de grande abondance avec retentissement sur l'état hémodynamique et plutôt l'état biologique, c'est-à-dire l'anémie, et aussi prendre aussi le retentissement hémodynamique, prendre la tension, etc. Et faire une gazométrie. Gazométrie, on l'a dit au début, donc dans la planche précédente, qu'une quantité de 400 millilitres, elle est suffisante pour bloquer les échanges alvéolo-capillaires. Donc, une radiographie, elle est indispensable aussi, une radiographie pulmonaire, aussi pour voir le diagnostic étiologique, beaucoup plus. Hein. Donc, diagnostic étiologique, l'endoscopie bronchique, elle a double intérêt, c'est pour voir, déjà confirmer l'hémoptysie et voir l'origine du saignement et aussi donc s'il y a une intervention, locale, c'est-à-dire on peut faire, on va voir les gestes qu'il faut pour stopper ce saignement. Donc voilà, donc elle est indispensable hein, parce qu'il y a le ballonnet, on peut tamponiser, donc tamponiser le saignement, etc. Et l'angioscan aussi. L'angioscanner, c'est pour voir la vascularisation et l'origine du saignement et éventuellement un geste, si on veut faire un geste de sauvetage, un geste interventionnel, comme par exemple l'embolisation. Donc, si on veut coller, si on veut colmater un vaisseau déjà qui saigne. Donc, l'angioscanner constitue le meilleur examen pour localiser le saignement et faire le diagnostic étiologique. Son association à la fibroscopie augmente sa sensibilité. Est-ce que vous avez compris? Oui, monsieur. Oui. Donc, je continue. Oui, monsieur. Est-ce que je suis rapide ou... Non. Très bien. Donc, on va rentrer dans le sujet directement. Donc, la prise en charge de ces malades localisés est très importante. Devant une hémoptysie, si on est de garde et on reçoit un malade qui fait des hémoptysies, donc d'abord on appelle rapidement le service de réa pour préparer un lit, pour son transfert. D'accord? Donc la prise en charge se fait au niveau de la prise en charge d'hémoptysie massive, hein, se fait au niveau des soins intensifs, au service de réa, soins intensifs, par une équipe pluridisciplinaire, généralement le réanimateur,
Donc, c'est bon, on est dans son service, bien sûr, le réanimateur, le pneumologue et chirurgien thoracique, radiologique interventionnel. Donc, tous ces médecins, donc, ils ont un rôle important dans la prise en charge de l'hémoptysie massive. Donc, le pneumologue pour faire le diagnostic, le chirurgien thoracique, s'il y a un geste chirurgical à faire pour sauver cette hémoptysie, donc il intervient. Le radiologue aussi interventionnel. Le radiologue, ici, on a dit qu'il fait l'embolisation. Il y a des gestes interventionnels. Hein. Donc, il faut le faire, donc formé à ce genre de situation. Donc, des experts pour prendre en charge ces hémoptysies. Donc, la prise en charge de façon globale, la prise en charge repose sur 3 axes. D'abord, effectuer une réanimation correcte. Donc, les premiers gestes à faire, donc, c'est savoir la réanimation correcte au début. Hein. Donc, on va voir quels sont les gestes qu'il faut faire au début de l'hémoptysie. Donc, notamment respiratoire, en assurant de la libération, la liberté des voies aériennes supérieures, mais également l'hémodynamique chez ces malades qui peuvent présenter un collapsus circulatoire. Donc, collapsus circulatoire par rapport à la quantité d'hémoptysie. Donc, il peut faire un collapsus. Donc, on devrait intervenir. Et parfois, donc, on trouve une obstruction des voies aériennes, des voies bronchiques. Donc, on intervient. Peut-être qu'on va libérer ces voies par un caillot, par exemple, un caillot sanguin qui obstrue les bronches, qui peut être responsable d'une asphyxie. Donc, on intervient pour libérer ces voies aériennes. Donc, deuxième axe, c'est localiser l'origine du saignement. L'origine du saignement pour intervenir, bien sûr, efficacement. Et on va essayer d'arrêter le saignement par traitement médical ou un traitement chirurgical. Donc, arrêter le saignement et traiter plus ou moins à distance son origine afin de prévenir la récidive. Donc, il ne faut pas oublier les récidives parce que les risques de récidive, c'est qu'on ne traite pas l'origine de ce saignement. Donc, les modalités de traitement. Donc, traitement, il y a un traitement conservateur. Il y a aussi, conservateur, il n'y a que des gestes de sauvetage. On va les détailler. Donc, il y a traitement endoscopique par fibroscopie bronchique. Donc, il y a traitement endovasculaire par les radiologues. Et enfin, il y a le traitement chirurgical. Donc, le traitement conservateur comprend au repos au lit strict. Donc déjà, le patient ne doit pas bouger, ne doit pas faire d'efforts pour ne pas aggraver l'hémoptysie. Donc, il y a un repos strict. Donc, deuxièmement, donner de l'oxygène, quel que soit, même s'il fait une bonne saturation. Donc, on devrait lui donner de l'oxygène à faible débit parce que n'importe quel moment, son état peut se dégrader. Son état respiratoire, un besoin en oxygène peut être important. Donc, pour cette raison, on prépare l'oxygénothérapie et on lui donne quand même une oxygénothérapie, l'oxygène à faible débit au début. Et après, c'est en fonction de sa saturation et de la gazométrie. Donc, une oxygénothérapie, même si les gaz du sang initiaux paraissent normaux, du fait du risque d'aggravation secondaire. Donc, un décubitus latéral du côté du saignement, si celui-ci est connu. Donc, si on connaît l'origine du saignement, c'est-à-dire est-ce que le poumon gauche ou le poumon droit, donc si on a une idée sur l'origine du saignement, qu'est-ce qu'on fait? On va comprimer le poumon où il y a le saignement. Donc, on va mettre le patient sur le côté qui saigne. Vous avez compris? Oui. Oui, monsieur, mais pourquoi ça? Pourquoi ça? C'est pour comprimer peut-être, comprimer l'artère. C'est en début, les gestes à faire devant le saignement, n'importe quel saignement, c'est essayer de comprimer, de faire une compression d'hémostase, même s'il y a un saignement périphérique au niveau cutané. Là, ça ressemble à ça. Donc, le côté qui saigne, donc on va faire une décubitus dorsale. Donc, déjà, pour comprimer et tamponner le saignement, et en même temps, pour ne pas inonder le poumon sain par le saignement. Donc, il faut libérer le côté qui ne saigne pas. D'accord? Donc, c'est des gestes qu'il faut les connaître. Hein. Décubitus latéral du côté du saignement. Un accès veineux. Donc, il faut prendre aussi une voie d'abord, parce que pour le remplissage, pour n'importe quel geste, pour le remplissage, pour un traitement aussi anti-saignement, anti-hémostatique.
D'accord? Et voie périphérique, une sédation avec des antitussifs. Donc, parce qu'on a dit repos strict, plus un repos strict s'accompagne toujours d'un traitement des antitussifs. Donc, le malade ne doit pas tousser parce que s'il tousse, il y a un risque aussi d'aggravation du saignement. Donc, on doit le sédater, donner des antitussifs ainsi qu'une antibiothérapie à large spectre. Parce que, pourquoi antibiothérapie à large spectre? Parce qu'il y a un risque de infection bronchique. Et en cas de saignement massif, donc l'exclusion, le saignement massif, donc on n'a pas le temps. Hein, donc il faut d'abord exclure l'exclusion pulmonaire par intubation sélective du poumon sain. Donc on a dit qu'il faut que le poumon qui ne saigne pas, il reste, c'est-à-dire libre, les branches n'est pas asphyxiées. Donc on va faire une intubation sélective, c'est-à-dire sélectif. Donc on va introduire la sonde d'intubation juste au niveau du poumon, de la branche souche, du poumon, du côté qui ne saigne pas, pour la garder, intacte. Et sélectif, et on va exclure avec l'intubation le poumon qui saigne. Donc, en cas de saignement du poumon gauche, donc c'est la même chose. Donc, voilà, l'intubation endotrachéale avec insertion d'un ballonnet. Deuxième possibilité, c'est il existe des ballonnets. Les ballonnets, donc on va introduire à partir d'une intubation endotrachéale un ballonnet pour exclure le poumon qui n'est pas malade, plutôt pour exclure le poumon qui saigne. Donc, on va ballonner. Donc, les vasopresseurs systématiques peuvent être. Il y a un autre médicament, c'est les vasopresseurs. Les vasopresseurs ils ont un rôle de vasoconstriction locale ou par voie générale. Donc, c'est un excellent traitement pour l'hémoptysie, pour le saignement, n'importe quelle façon de saignement. Donc, les vasopressines systémiques peuvent avoir une certaine utilité en cas d'hémoptysie menaçante ou d'échec des traitements locaux. Donc, ça, c'est ce qui concerne le traitement conservateur. Donc, c'est des gestes qui sont faciles. Ils peuvent être bénéfiques, donc ils peuvent sauver même le pronostic vital. Donc, c'est ces gestes-là qu'il faut les connaître. Hein. Deuxième partie du traitement modalité, c'est le traitement endoscopique. Traitement, c'est quoi un traitement endoscopique? Donc, on peut introduire du sérum glacé. Vous connaissez le rôle du sérum glacé. Donc, c'est un excellent vasoconstricteur. Donc, il peut, grâce au sérum glacé, on peut stopper un saignement. Surtout lorsqu'il est d'origine bronchique. Il n'est pas pulmonaire. Hein, il faut faire attention ici, là aussi. Donc, nous, en fibroscopie bronchique, si on fait une biopsie et par malheur, il y aura des hémoptysies, des saignements à cause de la biopsie bronchique. Donc, on commence toujours par l'instillation du sérum glacé pour stopper ce saignement et généralement, ça donne de bons résultats. C'est efficace. Donc, le deuxième moyen endoscopique, on va utiliser aussi des traitements endobronchiques. Donc, là où il y a le saignement, donc c'est l'intervention locale du médicament au niveau du saignement. Donc, l'utilisation d'agents vasoconstricteurs topiques, comme la vasopressine aussi, hein, donc ça donne de bons résultats. Donc, ces derniers ne sont pas efficaces dans l'hémoptysie massive car la substance est diluée dans le lavage. Donc, en cas diluée je vais vous expliquer. Hein. Donc, en cas d'hémoptysie de grande abondance, donc, il y a le saignement, il est important. Donc, même si on a, sérum glacé, oui, on peut intervenir. La vasopressine ou la gliprissine, donc locale, donc elle est très efficace. Il faut faire attention, elle est très efficace. Mais lorsqu'il y a un saignement important, c'est-à-dire cette substance va être diluée par le saignement important. Donc, elle sera moins efficace et elle sera moins efficace. Vous m'avez compris? Non. Oui, monsieur. L'hypricine, c'est de la famille de la gliprissine, la vasopressine. Hein. C'est des hormones hypophysaires, hein. Des hormones de l'hypophyse. Hein. Donc, aussi efficace que l'adrénaline, mais avec moins d'effets cardiovasculaires.
Donc, il faut toujours surveiller les effets secondaires de la vasopressine. La vasopressine, on surveille généralement la tension. Donc, on ne peut pas donner de la vasopressine s'il y a la minimale, la diastolique, elle est supérieure à 9, 90 mm de mercure. Donc, il faut faire attention aux effets secondaires. Donc, l'acide tranxénamique, c'est des antifibrinolytiques utilisation récente. Donc, ça peut donner des résultats intrabronchiques. Le tamponnement par ballonnet de type Fogarty. Le tamponnement, c'est-à-dire c'est essayer de faire un tamponnement local par le ballonnet. Et la mise en place de stents endoscopiques, ça c'est toujours fait par ces interventions, toujours faites par le radiologue qui fait l'interventionnel. Donc c'est la pose de stent si on est devant un carcinome intrabronchique qui saigne beaucoup. Donc après on devrait enlever le bourgeon endobronchique qui saigne et placer un stent autour de ces branches qui saignent pour stopper le saignement. Il existe aussi traitement par la photocoagulation, par laser ou par plasma d'argon. Donc, n'importe quel traitement local endobronchique. Et maintenant, un traitement endovasculaire, l'embolisation. Donc, avant de faire l'embolisation, donc il faut faire par au moins une artériographie pour voir l'origine du saignement et compléter par un angioscanner. Donc, sont actuellement bien documentés dans le traitement des formes massives et récurrentes. Donc, le but du traitement par la néo-vaisseau ou par paroi fragile et par conséquent, une réduction de la pression de perfusion est un arrêt du saignement. Ça concernant l'embolisation. Donc, la suspicion d'un saignement d'origine artérielle pulmonaire doit précipiter la chirurgie en urgence parce que s'il y a un saignement, on sait que le saignement est d'origine pulmonaire et du parenchyme pulmonaire et non pas bronchique. Donc, on n'a aucun moyen de stopper ce saignement massif à part la chirurgie. Si on a le diagnostic de l'origine du saignement, s'il est pulmonaire, c'est le parenchyme pulmonaire qui est atteint. Donc, il y a seulement la chirurgie. Donc, c'est réalisé du fait du risque d'hémorragie cataclysmique. La cause la plus fréquente du saignement à partir des artères pulmonaires constitue l'anévrisme de Rasmussen. L'anévrisme de Rasmussen, vous connaissez l'anévrisme de Rasmussen? Non. 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 Non, monsieur. C'est la tuberculose pulmonaire. C'est la néovascularisation autour d'une lésion cavitaire pulmonaire qui a été constituée juste après cette destruction du parenchyme pulmonaire par le BK. Donc, lorsqu'il y a une destruction du parenchyme pulmonaire, il y a une néovascularisation qui va se reconstituer. Cette néovascularisation, on appelle, c'est des petits anévrismes, on les appelle les anévrismes de Rasmussen. Donc, c'est des vaisseaux très fragiles qui saignent à n'importe quel petit effort. Voilà. Les autres causes, 35. Les autres causes les plus fréquentes de saignement à partir des artères pulmonaires sont les abcès pulmonaires et le cancer. Donc, abcès pulmonaire, suppuration, donc ça peut donner même le kyste hydatique aussi dans l'hémoptysie. Pardon, et le cancer bronchique, donc le cancer bronchique parce que c'est des cellules nécrosantes, donc il va détruire le parenchyme pulmonaire. Donc il faut séparer les malades en deux groupes. Il y a ceux qui ont un saignement bronchique, pour lequel donc, on a un moyen d'intervention en urgence, d'intervention thérapeutique en urgence. Surtout, c'est l'embolisation peut être réalisée afin de retarder la chirurgie. Les autres saignements
d'origine pulmonaire pour lesquelles la chirurgie doit être réalisée en urgence du fait du risque de saignement cataclysmique. Donc, si on arrive ici, donc la rapidité, elle est importante. Si on arrive à faire le diagnostic de l'origine du saignement, si on a une cause où c'est clair chez nous, donc il s'agit d'un cancer ou un abcès pulmonaire, ou on est devant d'une tuberculose pulmonaire étendue et qui a causé un saignement hémoptysie massive. Donc, le seul traitement, c'est... Donc, on ne va pas faire La chirurgie. chirurgie. On ne va pas faire l'artère ou l'embolisation. Donc, directement, on va le présenter au chirurgien thoracique. Donc, rapidement, on va voir les principales étiologies des hémoptysies. Notre but ici, c'est l'hémoptysie massive. Et comment prendre en charge cette hémoptysie massive. Donc, deuxième volet, c'est le traitement, c'est l'étiologie. Hein. Donc, les principales étiologies d'hémoptysie massive sont les causes inflammatoires et cancéreuses. Donc, les pathologies pulmonaires, tuberculose, ça peut saigner, on a vu le mécanisme. La sarcoïdose aussi, parce que la sarcoïdose, ça fait partie des causes inflammatoires. Donc, n'importe inflammation, c'est pour, elle fragilise les vaisseaux. Donc, cette fragilisation peut être à l'origine de saignement. La mycoviscidose, parce que la mycoviscidose, comme vous savez déjà, qu'elle se traduit par dilatation des branches. Les dilatations de branches, ça saigne. N'importe quelle dilatation de branche, c'est une destruction du parenchyme pulmonaire. Hein. Donc, n'importe quelle destruction est à l'origine du saignement. Abcès pulmonaire, donc atteinte du parenchyme pulmonaire, obstruction chronique des voies aériennes, obstruction chronique des voies aériennes par des pathologies endobronchiques aussi, hein, obstruction. L'aspergillome, parce que l'aspergillome, il y a l'aspergillome nécrosant, invasif nécrosant, l'aspergillome intracavitaire. Donc, c'est la constitution de l'aspergillome dans une cavité déjà résiduelle. Les bronchoctasies, donc c'est les dilatations de branches, cancer bronchique, et les vascularites. Vous connaissez les vascularites? Les vascularites, c'est atteinte des vaisseaux, comme par exemple la maladie de Wegener, la polyangite. La polyangite, on l'appelle maintenant la polyangite, c'est une atteinte des vaisseaux, c'est une vascularite. Aussi le syndrome de poumon, rein aussi fait partie des vascularites. Ces vascularites peuvent donner des hémorragies, surtout on les appelle hémorragies Achilla, intra-alvéolaires, les hémorragies intra-alvéolaires. Là aussi, les hémorragies intra-alvéolaires, c'est une urgence vitale. Donc, il y a aussi des étiologies cardiovasculaires, donc les anévrismes d'une artère pulmonaire, hypertension pulmonaire aussi, peut donner, cette hyperpression peut donner un saignement, donc une fistule artério-pulmonaire et une malformation artério-veineuse. Il y a d'autres différentes donc, pathologies de la coagulabilité et aussi traumatisme du thorax. Et il y a cause d'hiatrogène. Il y a beaucoup de médicaux. Donc, après avoir fait utiliser responsable, à la fin, il y a toujours, on n'arrive pas à identifier l'origine du saignement. Il existe, c'est des hémoptysies idiopathiques, ou on les appelle aussi idiopathiques ou cryptogéniques. Donc elle oscille entre 3 et 42. Et 30% des hémoptysies sont, pour l'instant, sont idiopathiques. N'ont pas encore trouvé de cause. Et voilà. Donc, en conclusion, qu'est-ce que le message que je voudrais vous transmettre? C'est le diagnostic rapide et l'intervention. Donc, il faut connaître au moins les petits gestes de sauvetage, les traitements conservateurs. Donc, au moins, il faut connaître ce traitement conservateur qu'on peut sauver une vie en demandant au patient de faire un décubitus latéral. Par exemple, sur le côté qui saigne, lui faire une voie et lui donner de l'oxygène. Voilà. Et essayer de le sédater pour ne pas tousser. En attendant l'intervention de réanimateur ou chirurgien thoracique. Monsieur, Oui. Et comment faire quelle est la conduite à tenir devant une hémoptysie idiopathique?
Idiopathique, c'est-à-dire l'hémoptysie idiopathique. Donc, on va pas chercher la cause. Donc, on va essayer de traiter symptomatiquement. Donc, on va essayer, si elle est massive. Hein. Donc, généralement, l'idiopathique, généralement, c'est-à-dire, elle n'est pas massive. Donc, elle ne pose pas de problème, soit plus petite ou de moyenne importance, sans retentissement sur le pronostic vital. Mais si on est devant une hémoptysie massive, donc on doit faire le traitement, prise en charge d'une hémoptysie massive, comme on l'a vu déjà. Et l'origine de saignement, donc d'abord, il faut éliminer d'autres causes. Donc, on doit d'abord piloter, faire un scanner, faire un bilan d'hémostase, faire l'origine cardiaque, l'origine. Donc, après avoir fait tout le bilan, on ne trouve pas, on va la classer comme une hémoptysie idiopathique. Mais le traitement est le même, c'est standard, quelle que soit l'étiologie, hein, la prise en charge thérapeutique. Merci, monsieur. D'accord? Donc, et voilà, donc c'est ça le message. Donc, on S'il va. vous plaît. Oui. Comment on peut savoir c'est quel côté qui saigne? Donc, la possibilité de voir, donc, on connaît le saignement. Par exemple, on a le dossier de ce malade, on a un cancer bronchique sur la radio, c'est évident, qui est le côté. Donc, on peut localiser le côté. Si on connaît le malade déjà, si on connaît le malade, donc, on sait à peu près il est où le connaît pas, donc c'est difficile. Hein. C'est pas toujours évident. Par exemple, si on fait une fibroscopie bronchique, on a déjà eu ces accidents. Hein. La fibroscopie bronchique, on fait une biopsie bronchique d'un bourgeon, la biopsie d'un éperon bronchique, etc. Donc, et on a un saignement qui est massif, un saignement d'une artère pulmonaire qui est massif. Donc, on connaît déjà on est déjà dans les branches, on connaît l'origine du saignement. Donc, on va demander au malade, qu'est-ce qu'on va faire? On va le positionner sur le côté qui saigne, de que puisse latéral. C'est pas toujours, c'est ça la réponse. C'est pas toujours évident de connaître l'origine du saignement. D'accord, merci beaucoup. D'accord? Il ne faut pas oublier l'oxygène. Hein? Il faut donner l'oxygène. Hein? Même s'il est bon, c'est-à-dire il a une bonne respiration, même si la gazométrie est importante, on donne quand même l'oxygène. Parce qu'on a dit qu'il y a n'importe quel moment, son état peut se dégrader. Par manque de moyens et par manque de moyens. D'accord. Si vous n'avez pas de questions, donc on va essayer de faire un cas clinique pour mieux fixer la connaissance. Donc on commence par le cas clinique. Oui, monsieur. Donc voilà. Et je vous donne les questions, l'énoncé des questions, et on va arrêter quelques minutes après le temps de préparer les réponses. Comme ça, on va les corriger ensemble. Donc, il s'agit ici d'une madame qui a 65 ans et qui se présente de sang quand elle tousse. Quand elle tousse, elle crache du sang. Donc ça, c'est très important. C'est une alerte. La crache, c'est important. C'est vrai que je tousse, elle vous dit que c'est vrai que je tousse et que je crache souvent, et pourtant je ne fume plus. Donc, pour y d'autres, bon, j'ai déjà elle crache du sang,
quantifier. Son fils, donc depuis, elle ne fume plus. Elle fumait un paquet par jour depuis l'âge de 20 ans, mais elle a maigri d'au moins 6 kilos. Il vous dit aussi son fils qu'elle marche. Donc ici, dans ce cas, on a des mots-clés. Donc il y a l'âge, 65 ans, l'âge très important. Donc cette patiente, elle est effrayée, elle est angoissée parce qu'elle crache du sang. Donc elle a craché 4 heures depuis ce matin, depuis 24 heures, 4 heures par 24 heures, 4 heures du sang par 24 heures. Ça, c'est pour les définitions. Donc elle a l'habitude déjà de cracher, donc c'est une pathologie. Déjà, elle a un passé pathologique. Elle a fait une pneumonie. Donc, il y a 6 mois, elle a fait une pneumonie et elle était fumeuse. Parmi les facteurs de risque, elle a été fumeuse. Et donc, elle a maigri de 6 kilos. Donc, il vous dit aussi qu'elle a maigri et elle a une dyspnée d'effort qui n'est pas importante. Donc, à l'examen, on note une polypnée 25. La polypnée qui n'est pas importante, 25 par minute. Une haleine alcoolisée, des angiomes stellaires à l'examen clinique et une respiratoire dans les 2 champs pulmonaires à l'auscultation. Sa tension, elle a une petite élévation de sa tension, elle est de 150 à 75, son pouls est à 100 et elle désature à 89%. Donc on a fait un bilan biologique qui a montré d'hémoglobine 13, il n'y a pas de retentissement sur le bilan d'hémostase, donc 13 grammes. Donc, une pression partielle, on a fait aussi une gazométrie. Donc, on a trouvé une pression partielle d'oxygène de 53 mm de mercure, dioxyde de carbone, à 49 mm de mercure, avec un pH de 7,4, 7,42 et des bicarbonates à 38, une élévation de bicarbonate qui n'est pas forte, mais il y a une augmentation de l'extraction des bicarbonates à 38 millimol. On est en blanc. Alors que vous finissez l'examen, la patiente refait devant vous un épisode de saignement assez abondant. Donc là, pour vous dire que vous avez assisté à l'hémoptysie. Donc, c'est des hémoptysies. La première question que vous posez au médecin qui a vu, donc, est-ce que vous avez constaté l'hémoptysie? Là, donc, le médecin qui l'a vu a constaté, donc il a assisté à un épisode diagnostique, ça ne pose pas de problème. La première question, comment confirmiez-vous s'il s'agit d'une hémoptysie et non d'un saignement d'autre origine de cette patiente? Deuxième question, interprétez les résultats de ces gaz du sang, la gazométrie. Troisième question, vous êtes en train de noter. La deuxième question, c'était quoi, monsieur? La deuxième question, c'est interprétation de la gazométrie. Ah, d'accord. La troisième question, dans l'hypothèse d'hémoptysie, comment qualifiez-vous cette sévérité? Donc, classez, s'il s'agit d'une hémoptysie, classez cette hémoptysie, classez la sévérité de l'hémoptysie. Et bien sûr, et pourquoi? Donc, je vous donne une radio ici. Ça, c'est pour l'interprétation de cette radio. Et de la radio du thorax, quelles sont les causes? Donc, cette question, quelles sont les causes de cette hémoptysie? L'avant-dernière question, outre l'information sur le site.
Donc, quel est l'intérêt du scan thoracique chez cette patiente? Qu'est-ce que vous attendez du scan chez cette patiente? Quelle autre information? Et la dernière question, quel examen biologique à visée diagnostique prescrivez-vous dans le cas de cette patiente justifiée? C'est ça, je reviens sur le lancé pour prendre note. C'est bon? On peut corriger? Oui. C'est la correction. S'agit-il et pourquoi? Ben oui, il s'agit d'une hémoptysie parce qu'on a assisté, on a vu un, euh,
une expectoration du sang avec un effort de toux et non pas de vomissement. Et aussi, on doit voir les caractéristiques de ce sang qui sera aéré. Donc, ce n'est pas une hématémèse. Ouais. Très bien. Donc, les arguments en faveur de l'hémoptysie, c'est ça? C'est cette notion de la toux, l'effort de tousser. Donc, c'est penser Excusez-moi, vous avez entendu qu'est-ce qu'il a dit? Parce que j'ai pas entendu. Non, Oui, là, ما سمعنا والو. Déjà apparemment Ah Khaled. d'accord, je pense que c'est sa connexion. Ah, Oui. ما كاشو كامل لا لا. Oui, Khaled, je pense. S'il vous plaît, est-ce que vous l'entendez? Pour ma part, non, non, Maïs. non. Non. عاود راح. Je crois qu'il a une mauvaise connexion. نور انت اللي راكي ديري الانغوجسترومون. لو كان حبستيه ما بدي يولي عاودي يرجعه. Oui, j'avais oublié. donc on va continuer. Hein? Oui, monsieur. D'accord. Donc, on a dit que s'agit-il vraiment d'une hémoptysie? On a répondu par oui, il s'agit vraiment d'une hémoptysie parce qu'il y a des arguments. En faveur, c'est l'effort de doux et aussi les caractéristiques du saignement, donc l'aspect macroscopique du saignement qui est rouge vif. Mais il faut pas oublier chez cette patiente, donc on sait qu'elle peut présenter une cirrhose avec une hypothèse d'une hématémèse. Donc, il ne faut pas oublier ça. Donc, elle ne doit pas être exclue l'hématémèse. Hein. Donc, pour ça, les arguments en faveur de cette hématémèse, donc c'est l'émission du sang noirâtre avec des débris alimentaires lors d'un effort de vomissement. Donc, comme ça, cette patiente ne présente pas ces caractéristiques. Donc, là aussi, donc, il faut penser à l'épistaxis. Hein. L'épistaxis, lorsqu'il est abondant, lorsqu'elle est abondante, l'épistaxis, donc le sang peut provenir lors d'un effort de toux, d'accord, pour faire le diagnostic entre l'épistaxis et l'hémoptysie.
Donc, dans ce cas, donc, il faut chercher, comment faire? Il faut chercher l'origine nasale de ce saignement. Donc, en l'absence des conséquences des hémodynamiques aussi et hémoglobine, donc normal, donc c'est plaide en faveur de l'hémoptysie. Généralement, l'hématémèse s'accompagne d'un trouble hémodynamique avec retentissement sur l'état général du patient. Là aussi, l'odeur, elle est en faveur des l'odeur et l'absence. L'odeur n'est pas importante et aussi un élément important, ainsi que l'absence de méléna, qui sont contre l'hématémèse. Est-ce que vous comprenez? Oui. Là, c'est pour vous parler des diagnostics différentiels entre l'hémoptysie. On a parlé de l'hématémèse, c'est un diagnostic très difficile. Et deuxième cause, c'est l'épistaxis. Deuxième question, c'est l'interprétation des gaz, des gaz du sang. C'est quoi votre interprétation? Est-ce que c'est une hypoxie ou hypoxémie, hein? Ou une hypercapnie ou acidose? Quelle est votre conclusion? Est-ce qu'il y a un retentissement sur l'état gazométrique, sur les gaz du sang chez cette patiente? Oui. Vous avez fait la gazométrie? Oui. L'hypoxémie, On va commencer par la pression partielle d'oxygène. l'hypoxémie, hypercapnie. Donc, il y a déjà une hypercapnie. L'hypercapnie qui est modérée, elle n'est pas importante, hein? Oui. L'hypercapnie, c'est un signe de retentissement sévère. Il faut faire attention devant l'hypercapnie, hein? Donc, l'hypercapnie, à n'importe quel moment, il y aura une dégradation de son état respiratoire et c'est un signe annonciateur d'une intubation. L'hypercapnie, hein? Donc elle présente déjà un signe d'hypercapnie. Donc, c'est une acidose respiratoire. Est-ce que vous êtes d'accord ou non? Oui. Acidose respiratoire, elle est compensée ou non? Elle est compensée vu que le total, les bicarbonates est élevé. Élevé et son pH qui est normal. Elle est compensée par l'élévation des bicarbonates. Donc, il y a une hypercapnie. Donc, par rapport à acidose, donc hypercapnie qui est compensée par l'augmentation de la libération des bicarbonates. D'accord? Oui. Donc, il s'agit d'une hypoxémie sévère justifiant. Vous êtes en train de m'appeler? Qui? Il y a votre délégué qui est en train de m'appeler, non? On ne sait pas. Donc, elle a perdu la connexion, je pense, hein? Donc, on a dit que c'est l'hypoxémie sévère avec une hypercapnie. Un moment, hein? Je m'excuse un moment parce que c'est votre délégué qui m'appelle, hein? Allô? Oui, j'ai pu accéder. Je suis en train de... Ouais, ok. Attends. Donc, pour corriger, donc, on a dit hypoxémie sévère avec une hypercapnie modérée. Donc, c'est une acidose respiratoire compensée. Troisième question. La sévérité de l'hémoptysie. C'est là, quantifier cette hémoptysie. Donc, est-ce que c'est une hémoptysie sévère, massive ou non? C'est une hémoptysie sévère. Très Sévère, abondante. oui. Très abondante. Parce que? Parce qu'on a 4 verres. Très bien. Supérieurs à 200 millilitres. Et donc, ça répond à la définition qu'on a fait au début, hein? La définition d'une hémoptysie grave ou une hémoptysie massive, hein? D'accord? Oui. Et aussi, par le terrain aussi. Donc, il y a des signes de mauvaise tolérance aussi. Il y a cette polypnée et cette hypoxémie, acidose. Donc, cette hypoxémie, retentissement gazométrique. Donc, elle est grave par l'abondance et par son retentissement clinique, respiratoire clinique. Et par le terrain. Probablement, elle fait une BPCE, cette patiente, hein, parce que c'est une fumeuse et elle tousse et elle crache. Elle présente une dyspnée. Ça, c'est des signes d'une bronchopneumopathie chronique obstructive. Vous avez compris? Oui, monsieur.
Très bien. Donc, maintenant, on passe à l'interprétation radiologique. Qu'est-ce que vous remarquez sur cette radiographie thoracique de face? Je peux interpréter, monsieur? Oui, Une anomalie radiologique unilatérale droite faite d'une opacité dense hétérogène par la présence d'une clarté dans son sein. Elle est de à peu près 4 à 5 cm et elle est donc suprahilaire droite ou on ouais, peut dire sous-claviculaire. Et absence d'anomalie pleuropéricardique et le reste du parenchyme paraît indemne. très bien. Voilà. Et absence de lésion. Oh, ça, je vais compléter parce que vous avez fait une bonne interprétation, hein. Donc, ça limite, hein, il faut parler de limites. Donc, vous avez des sus et sus-hilaires et sous-claviculaires. Et sa limite, elle est grossièrement arrondie, hein. Sa limite interne, donc ne confond pas avec le médiastin, hein. Oui, Et elle a une paroi épaisse. Ça, c'est un signe radiologique qui est important pour le diagnostic, hein. Donc, avec ça, une paroi épaisse, hein. Donc, épaisse parce que ça signifie que, c'est-à-dire, on pense au cancer bronchique devant cette opacité excavée. D'accord? d'accord. Donc, elle mesure à plus de 3 cm, donc de diamètre, bien sûr. Elle est excavée à paroi épaisse. Donc, voilà. Quel est votre diagnostic radiologique? Un cancer bronchique, une tumeur bronchique. Oui, ouais, on peut penser à un cancer bronchique parce que même ça devant une opacité excavée, donc on peut avoir un cancer bronchique. On peut faire le diagnostic d'un cancer bronchique devant cette image, hein. Il y a d'autres diagnostics à évoquer aussi, hein. Est-ce qu'on pense à la tuberculose ici? Un kyste hydatique. En kyste hydatique, je ne pense pas parce que le kyste hydatique rompu. Donc généralement, là, il y a le bas-fond liquidien avec une clarté surmontée. Voilà. Sauf ce kyste sciatique, c'est-à-dire au stade vomiqué, c'est-à-dire tout le kyste a été évacué, le liquide. Donc, il reste généralement à paroi, c'est-à-dire l'épaisseur n'est pas vraiment important comme cette image, hein, le kyste sciatique. Mais la tuberculose, la tuberculose, aussi, on peut évoquer la tuberculose devant cette Foyer, image. Hein? Cavité aspergillée. foyer tuberculeux, une cavité, une caverne. Une caverne, oui. On peut donc évoquer le diagnostic d'une tuberculose. Tuberculose, oui. Surtout si on a déjà une notion clinique, amaigrissement de 6 kilos, l'évolution chronique aussi. Donc la tuberculose pulmonaire n'est pas éliminée chez cette patiente, hein. Monsieur, pour la tuberculose, on peut évoquer un tuberculum excavé, non pas une caverne dans ce cas-là. Il n'y a pas tuberculum excavé. Tuberculum, ça n'existe pas, tuberculum excavé, hein. Excavation témoignant de l'évolutivité de la lésion. L'excavation, c'est-à-dire elle est évolutive, elle est récente, la lésion. Et tuberculum, c'est la constitution d'un tuberculum. Tuberculum témoignant de l'ancienneté de la lésion. Donc généralement, le tuberculum ne s'accompagne pas d'une excavation. D'accord? D'accord, merci. Ok. Pourquoi ici on ne pourrait pas parler d'une séquelle d'abcès? J'ai pas entendu cette question. Pourquoi on ne pourrait pas parler ici d'une séquelle d'abcès? Séquelle d'abcès. Généralement, séquelle, on trouve la paroi, elle est fine, hein? N'importe quelle lésion séquelaire. Donc, il n'y a pas de lésion radiologique des séquelles, hein. Donc, si c'était une paroi fine, on peut dire que ça peut donner une cavité résiduelle d'un abcès, soit d'un abcès, une tuberculose ou autre lésion, une pneumonie excavée, etc. Donc, ici, ce n'est pas des séquelles, hein. Okay. Monsieur, même le kyste hydatique séquelaire et la paroi fine et non pas épaisse. Ouais. D'accord, merci. On passe maintenant hein?
Si vous êtes d'accord, on passe à l'autre question. Oui. Oui, très bien. Sur la base d'histoire clinique et la radiothorax, quelles sont les causes? Donc, quelles sont les causes de cette hémoptysie, hein? On a maintenant la clinique et la radio. Quelles sont les causes les plus probables chez cette patiente? On a déjà parlé, hein? On a dit que le cancer bronchique chez cette patiente, le cancer bronchique vu son âge, facteur de risque, et le tabagisme comme facteur de risque, et les caractéristiques radiologiques. Donc, en premier lieu, on évoque chez cette patiente un cancer bronchique. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. 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 Avec altération, donc la clinique, etc. Et donc, même, on a parlé aussi, deuxième diagnostic à évoquer, qu'on ne peut pas éliminer, c'est la tuberculose pulmonaire. La tuberculose pulmonaire, la clinique, la chronicité, il y a l'amaigrissement, donc qui est en faveur, et l'image radiologique. C'est vrai, c'est pas une image évocatrice d'une tuberculose, mais elle peut prendre cet aspect, la tuberculose. Hein. Ce n'est pas la caverne, ce n'est pas les adénopathies, ce n'est pas les nodules satellites, mais on ne peut pas éliminer comme ça une tuberculose pulmonaire. D'accord? On doit faire une IDR. On doit faire une bacilloscopie. Hein. L'IDR, donc c'est un argument donc, de faible fiabilité par rapport au BK, par rapport aux bacilloscopies. Là, c'est une tuberculose pulmonaire. Donc, tuberculose pulmonaire, il faut faire une bacilloscopie. D'accord? D'accord. Lorsqu'il s'agit d'une tuberculose extrapulmonaire, c'est-à-dire possibacillaire, donc on peut faire des arguments de présomption, on peut compter sur l'IDR à la tuberculine. D'accord. Ok. Donc, la sixième question, autre information sur la... Monsieur, pardon, oui. monsieur. Oui, on oui. ne peut pas penser aux pneumonies excavées. Hein. Une pneumonie excavée, oui, sur l'image radiologique, hein, ça peut donner une pneumonie excavée. Mais chez cette patiente, il n'y a pas assez d'arguments en dehors de l'image radiologique. Hein. Il n'y a pas assez d'arguments. Donc, elle a une symptomatologie qui est chronique. Il y a le bilan biologique. Donc, il n'y a pas cette hyperthermie. Donc, il y a un signe biologique en faveur d'une infection, d'une pneumonie. Donc, il n'y a pas l'hyperthermie, il n'y a pas une hyperleucocytose. Donc, on ne peut pas penser seulement sur la radio. Hein, d'accord? Donc, on passe à l'autre question. Oui. Oui. Donc, par rapport à l'utilité du patient. Donc, quelle est l'information qu'on peut retirer, qu'on attend du scan? L'évaluation de l'extension. L'évaluation de l'extension, c'est-à-dire déjà la précision de la lésion. La précision, s'agit-il d'une image, c'est-à-dire l'excavation, est-ce que la nature, est-ce que c'est une masse ou c'est liquide, masse ou liquide? Donc s'il s'agit d'une masse, donc on peut faire le diagnostic étiologique d'un cancer bronchique au scanner. Là aussi, l'origine du saignement, donc l'origine exacte du saignement et la précision exacte des lésions associées, s'il existe des lésions associées, c'est-à-dire qu'on ne les trouve pas à la radio standard. Par exemple, dilatation de branche, parfois les dilatations de branche ne sont pas visibles sur la radiographie standard. Donc, c'est le scan qui va nous préciser l'existence ou non de dilatation de branche. D'accord. Monsieur,
Et là aussi, donc, le scanner aussi, scan plus l'angioscan peut nous guider pour faire l'embolisation artérielle bronchique, qui peut être nécessaire dans ces cas. Hein. D'accord, monsieur. D'accord, oui. Il peut même remplacer l'artériographie, hein, si on fait une injection, c'est-à-dire l'angioscan. Donc, l'angioscan peut remplacer l'artériographie. L'artériographie, c'est pour voir d'où il saigne, quelle artère qui saigne. Donc, le scan est nécessaire, hein, angioscan beaucoup plus. Donc, c'est pour l'étiologie et un geste, s'il y a un geste interventionnel. Donc, ça, la dernière question, quel examen biologique à visée diagnostique prescrivez-vous dans le cas de cette patiente justifiée? On a déjà répondu à cette question. Hein. Donc, on a dit que... très Pour bien. éliminer le diagnostic de la tuberculose. Tuberculose par la recherche. Voilà, c'est ça la réponse. Hein. C'est faire une bacilloscopie des crachats. Soit par c'est-à-dire l'examen direct des crachats ou par fibroaspiration. Hein. Oui. Et donc, on peut aussi demander un bilan de coagulation pour voir est-ce qu'il est, parce qu'elle est alcoolique et elle a une hépatomégalie, hein, donc ça peut aussi associer ça peut présenter aussi une cirrhose. Monsieur, on peut faire un lavage broncho-alvéolaire pour quel but? rechercher les bacilles de coque. Non, Est-ce que c'est faisable? On fait Au lieu pas d'une le lavage aspiration. liquide d'aspiration bronchique. Voilà, liquide d'aspiration bronchique. On fait une fibroscopie bronchique, on fait un liquide d'aspiration, pas le lavage. Hein. D'accord, d'accord. Donc, c'est ça, c'est la dernière question. Donc, si vous n'avez pas de questions, donc on peut Monsieur, terminer. Hein. Oui. monsieur, donc devant une hémoptysie, on va faire une fibro avant le TDM pour éliminer l'origine Non, c'est pas bronchique. comme ça. Hein. Donc, devant une hémoptysie massive. Oui. Donc, devant une hémoptysie massive, on fait les gestes. Hein. Donc, les gestes d'abord. Si on n'arrive pas, c'est-à-dire donc on va l'hospitaliser, hein, au niveau au service de réa, il y a des gestes, on va intuber, c'est l'intubation, hein, l'intubation avant la fibroscopie bronchique. Donc l'intubation avec le ballonnet, avec l'utilisation, avec le tamponnement plus l'utilisation du ballonnet pour exclure le côté qui saigne. Donc ça peut suffire. Mais malgré ça, si on a besoin d'une fibroscopie bronchique, on peut le faire là. On peut demander une fibroscopie bronchique. On peut faire une fibroscopie bronchique. Hein. Oui, monsieur, d'accord. Donc c'est pas en premier lieu. Ma réponse est devant une hémoptysie massive. Donc on va pas faire le premier geste, c'est la fibroscopie bronchique. D'accord? D'accord, monsieur. Mais parfois, nous, on a la fibroscopie bronchique flexible. Donc, il y a aussi la bronchoscopie rigide. La bronchoscopie rigide, donc nous, on n'a pas la bronchoscopie rigide. Et ça peut être utile dans le traitement d'une hémoptysie massive. Hein. La bronchoscopie rigide permet de placer les stents, comme on l'a dit au début, et permet aussi de faire le traitement local endobronchique par laser, etc. Hein. Donc, monsieur, est-ce qu'il y a un ordre précis de priorité devant les examens complémentaires quand on a une hémoptysie massive? Hémoptysie massive, il faut rapidement faire. Déjà devant une hémoptysie massive, on a fait une voie d'abord. On va profiter de faire prélèvement de formule numération sanguine pour voir le retentissement hémodynamique. D'accord. Voilà, donc le premier geste, donc c'est la formule, plus la gazométrie. Hein. Il faut faire une gazométrie, ou on peut prendre la saturomètre, une saturation, en attendant de faire la gazométrie. Et puis prendre sa tension artérielle, etc. Hein. D'accord. Et pour définir le siège de saignement et l'origine, on commence avec la fibro ou est-ce qu'il y a donc si on connaît le malade,
si on connaît le malade, c'est-à-dire on connaît sa pathologie, donc l'origine du saignement ne pose pas de problème de quelle origine généralement. Hein. Mais si on arrive à lui faire si on peut lui faire une radiographie standard, donc on peut avoir une idée sur l'origine du saignement. D'accord, donc on fait d'abord la radio, puis si c'est pas très clair, non, on fait une pas la fibrose. radio. J'ai dit au début, on fait une formule. Oui, après Une formule, une après la gazométrie. formule, après tous les- Donc, on n'a pas le temps de faire la radio. Hein. Donc, on va agir directement. D'accord. Donc, lorsqu'il s'agit d'une hémoptysie massive, donc on appelle le réanimateur pour l'intuber. Donc, s'il intube, donc voilà. D'accord, merci. On stabilise l'état du patient, ensuite on continue les examens, c'est ça? Voilà, ouais, ok. Donc, on levait l'urgence. Après, c'est quelques minutes, hein, 15 minutes à 20 minutes. Donc, après, on peut faire une radiographie au lit du malade, la radio mobile. Oui. Et Dans après, le cas où l'intubation va stabiliser l'état du malade. Voilà. D'accord. Merci beaucoup, monsieur. Pas de quoi. Donc, moi aussi, je vous remercie. Hein. Monsieur, Oui, je vous écoute. pouvez-vous nous envoyer la diapo? La diapo. Oui, s'il vous Je plaît, pense monsieur. qu'elle est enregistrée là. Comment? Moi, je ne connais pas la procédure. Hein. Par email, juste par email. Par email à la déléguée. Ok, d'accord. Merci beaucoup. Il y a même le corrigé. Hein. Oui, s'il vous plaît. Oui. S'il vous plaît. Ok, d'accord. Il n'y a pas de problème. Bon courage. Merci. Merci, Au revoir. monsieur. Merci, monsieur. Au revoir, monsieur. Au revoir.